Voilà, nous, si on fait ça, c'est clairement parce qu'on aime ça. Il n'y a pas que du business, quoi. Bienvenue pour la deuxième des Aspirants. Les Aspirants est le podcast curieux de l'entrepreneuriat lyonnais. Camille Delouis et moi-même, Loïc Vessière, sommes les fondateurs de Common, l'application mobile facilitant l'organisation de vos events et activités. Dans le cadre du lancement de notre projet, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs pour leur poser nos questions et nous avons décidé de partager ces échanges. Conseils, expériences, bonnes pratiques, nous espérons que cela vous permettra de découvrir l'envers du décor et de répondre à vos questions si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui ou demain. Nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour découvrir un nouveau parcours de vie. Après une licence de gestion à Grenoble, il décide de s'expatrier aux USA où il apprend l'anglais et repeint des apparts en un jour pour profiter de la montagne le lendemain. Il enchaîne par un road trip jusqu'en Amérique du Sud avant de revenir en France et de lier son travail à sa passion en fondant Altitude Sport en 82, qui deviendra Sport 2000 puis Espace Montagne. Après 35 ans dans le magasin de Tassin où il n'a cessé de repousser les murs pour supporter sa croissance, il se lance un nouveau challenge en 2017. Construire un nouvel espace dédié au sport et à la montagne à Francheville, plus accessible, plus pratique et surtout plus efficace. Depuis 2 ans, il a été rejoint par son fils, tout juste sorti de l'EM Lyon. Il se donne encore 2 ans pour lui transmettre complètement son bébé. Avec eux, nous allons revenir sur son parcours, ses succès et ses moments de doute, et nous finirons en évoquant l'impact du Covid et leur organisation au quotidien pour transmettre son savoir-faire et ses 40 ans d'expérience. Ses invités pour la deuxième des aspirants, c'est Joël et Tom Delouis. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Bonjour, très bien également. Alors, je vous remercie déjà de nous accueillir au sein de votre magasin. C'est un magnifique endroit. Merci beaucoup d'être présent sur ce podcast. Ça compte beaucoup pour nous. Alors, Joël, on va revenir rapidement sur tes études, savoir ce que tu as fait, pourquoi tu es allé à Grenoble et ton voyage aussi aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai l'habitude, un peu crânement, de dire que j'ai pas poursuivi des études, mais c'est les études qui m'ont poursuivi. D'accord. Voilà, donc j'étais pas très assidu. J'ai fait un doc de sciences éco sur Lyon pendant 2 ans, où j'étais pas très assidu. Mais D'accord. Et après, voilà. tu es allé à Grenoble, du coup ? Après le doc, j'avais possibilité de faire un DUT de gestion Ok. en année spéciale, ce que j'ai fait sur Grenoble. Donc Grenoble proposait à l'époque cette possibilité d'avoir une année au lieu de 2. Donc là, pour le coup, j'ai dû bosser parce que c'était ce qu'ils appelaient une année spéciale. Donc j'étais à fond, 37 heures de cours. En un an, tu as fait l'équivalent de Ouais, 2 ans. Ok. voilà. Et c'est vraiment pour le Après, côté je me suis études dit- ou il y a aussi le côté je me rapproche de la montagne qui est rentré en compte ? Bien sûr, oui, bien sûr. Hein, le côté, moi j'étais toujours attiré par la montagne. Alors la montagne, je l'ai vécu quand j'étais petit, parce qu'on allait à Chamonix familialement, Ouais, ça remonte à l'enfance. Ouais. bien sûr. Ok. Donc ce goût pour la montagne, je l'avais. Après le choix de Grenoble, évidemment, c'était la montagne. C'est là d'ailleurs que je me suis inscrit au GUM, groupe universitaire de montagne. Et que D'accord. j'ai commencé vraiment à barouder. C'est là où tu as fait toutes tes sorties montagne en étudiant avec un groupe d'étudiants, j'imagine. Exactement, ouais. Et du coup, vous faisiez quoi? Des randos, des sorties ski, des sorties escalade? C'était plutôt initiation escalade. On allait grimper, je me rappelle, sur les contreforts de la Bastille. Le D'accord, week-end, on partait dans l'Oisan. Donc ça a été vraiment ma découverte. D'accord. Et après ça, du coup, t'es parti t'expatrier 1 an et demi, c'est ça? 2 ans? Alors ça a été un peu plus long parce que il y a eu donc l'année spéciale sur Grenoble. Après, j'ai enchaîné avec le service militaire dans les chasseurs alpins à Vars. Donc pareil, une année à crapahuter. Je me suis retrouvé infirmier, donc et j'étais toujours volontaire pour aller Pour monter? suivre les compagnies de combat. Donc c'est des bons souvenirs. Hein. On a fait beaucoup de ski de rando. Ouais, toi, le service militaire, tu l'as apprécié finalement. Je l'ai apprécié, ouais. Je l'ai apprécié parce que au départ, à l'époque, on était tous un peu antimilitaristes. Hein. C'était les suites de 68. Mais D'accord. bon, moi, C'est quelle année ça? c'était en 77. D'accord, ok.
Et du coup, ouais, j'ai fait ce service qui était, ouais, j'ai bien apprécié, hein, parce qu'on baroudait, on était beaucoup en montagne. Et ça donne un cadre aussi quand tu es jeune, j'imagine. Enfin, Oui, on compare aujourd'hui avec nous, on n'a plus le service militaire. Oui. Moi, je m'étais souvent dit, j'aurais bien aimé faire 6 mois de service militaire, 6 mois à l'international, pour avoir ces 6 mois dans un cadre, dans quelque chose qui nous forme un peu à une autorité, on va dire. Oui, bien sûr. Bah, l'expérience service militaire, je pense pour nous, elle était importante, hein, parce que déjà, c'était un brassage social. On se retrouvait vraiment avec tout le monde. Ouais, ça, c'est important. Moi, j'en garde une bonne expérience. Après, c'était pas le cas de tout le monde, hein. Moi, je peux dire, j'avais une, entre guillemets, planque. Les gars qui se retrouvaient en compagnie de combat, c'était dur, hein. D'accord. Hein. Moi, je vois les Parisiens qui arrivaient, ils pensaient faire du ski tranquille, ils se retrouvaient avec un sac de 18 kilos, le bazooka, et puis l'adjudant-chef qui les frappait s'ils n'avançaient pas, hein. D'accord, ouais. Donc, voilà, mais non, c'était une belle expérience, pour moi en tout cas. Et puis donc suite à ça, je suis allé à Courchevel où j'ai fait une saison dans une station, enfin Courchevel. D'accord. J'étais en magasin de sport. En saisonnier, du coup? Ouais. Ok. Et puis suite à ça, ça faisait un moment que je me disais, il faut que je parte à l'étranger, parce qu'en bon cancre que j'étais, je m'étais dit, l'anglais, je l'apprendrai sur place, et les profs, ils m'ennuient. Donc voilà. Donc, comme je te comprends. Voilà. Et du coup, j'avais cette idée en tête de partir aux États-Unis. Donc en fait, on a fait un road trip avec des copains au départ, hein, c'est-à-dire on était grimpeurs, donc on est parti avec 3 copains. Donc on était un groupe de 4. Et du coup, on a fait notre road trip de grimpe, hein. Ouais. On a acheté une bagnole, on est allé une voiture, pardon. On est allé donc dans le Yosemite, Colorado. Voilà, ça a été sympa. On a fait ça pendant 2 mois en fait. D'accord. Et puis après, moi, j'ai décidé de rester. Et c'est là que j'ai. Ah, tes potes sont repartis? Oui. Et toi, tu restes, Voilà. tu décides de rester avec un visa touriste ou... Visa touriste, ouais. D'accord, ok. Visa touriste. Et tu as décidé de chercher du travail à ce moment-là? Tout à fait, ouais. C'est là que je suis devenu peintre en bâtiment. Ouais. Entre autres. J'ai dit ça dans l'intro parce que ça m'a toujours fait penser à moi. Tu m'as fait peindre aussi pas mal de choses. Je peignais beaucoup. Dans mon adolescence. Oui, oui. Mais du coup, tu avais ce terme de, justement, aux USA, on devait peindre des appartements en 2 jours. On le faisait en 1 jour pour profiter du lendemain pour aller en montagne, par exemple. C'est exactement ça, ouais. On le faisait exactement en 1 jour et demi. Moi aussi, il m'a fait peindre beaucoup. Oui, beaucoup. C'était une obsession un peu. Donc du coup, après, bah, ouais, j'ai fait un peu tous les petits boulots. Et puis après, effectivement, je voulais retourner en montagne. Donc je suis allé à Squaw Valley, où là, j'ai trouvé rapidement du travail. C'est où? C'est dans le Colorado, ça? C'est dans la Sierra. C'est dans la Sierra Nevada, ouais. Okay. Donc c'est en Californie. Hein. Ouais. À la limite du Nevada. À la limite du Nevada, voilà. ouais. Là, j'ai trouvé du travail. Alors, au début, c'était remontée mécanique, mais le 2e jour, un peu comme Camille, je me suis fait un genou. Et du coup, bah, vu qu'il fallait que je monte en haut, ils m'ont dit bah non, c'est pas possible. Tu t'es fait ligament? Ouais. Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Tu t'es fait là-bas en plus? Ouais. Ouais, la galère au niveau de la médecine là-bas ou Non, pas du bah, tout? tu sais, Non, moi, en bon de Louis, j'ai attendu que ça passe. Hein. Possible. Voilà, je me suis mis une attelle et puis voilà. D'accord. Puis avec mon attelle, je suis allé voir le magasin de sport du coin et ils m'ont dit bah ouais, on cherche quelqu'un. Et puis voilà. D'accord, donc tu avais déjà eu l'expérience d'un magasin de sport Ouais. à Courchevel, Oui. et là c'était ta 2e expérience Voilà. en magasin de sport. Voilà. D'accord. Et après la saison, oui, pardon. Et donc j'imagine que le niveau d'anglais avait progressé entre-temps. Oui, c'était très compliqué au début parce que je suis arrivé, j'avais très très peu de notions d'anglais. Donc oui, là forcément il a progressé. Hein. Là, par la force des choses. Hein. Donc tu es resté combien de temps dans ce magasin? Une saison. Une saison, Ouais. donc 1 an, tu as fait 1 an et demi aux États-Unis, et c'est après... 2 ans. Hein. D'accord, ok. Bah, je compte le road trip en Amérique du Sud après. Oui. Tu as fait 2 ans aux États-Unis. 2 ans aux et US. Et après, tu as fait un road trip jusqu'en Amérique du Sud, Ouais. en partant des États-Unis. Ouais. D'accord, et tu l'as fait comment? Bus. Bus? Ouais. Ok. Bus, autostop. Tout seul? Ouais. Ok. Waouh. Et Alors, tu as fait combien de kilomètres? Ah ben, Tu sais à peu près beaucoup. Ben, Ouais. je sais plus, mais j'ai fait tout le tour. Hein, Amérique centrale. Ouais.
Colombie, Équateur, Colombie, Pérou, Chili, Argentine, Brésil. Ça fait beaucoup de kilomètres. Ouais, ça fait. Ouais. Ça commence à Avec faire. une étape quand même, c'est qu'au Pérou, j'ai retrouvé des copains de Grenoble. Ah, super. Et donc là, on a fait de l'alpi. Là. Hein, donc je me suis posé au Pérou pendant 2 mois et demi. Ok, Et là, on a fait des sommets. Là. génial. Voilà. Donc le goût du challenge déjà à ce moment-là. Ouais, le goût de l'aventure. Ouais. Le goût de l'aventure, vraiment. Ouais, et est-ce que c'est quoi ta plus grosse galère pendant ce road trip ou ou ton plus grand souvenir, on va dire? Oui, il y en a eu. Oui, forcément. Hein. En montagne, déjà, à l'époque, on était vraiment des aventuriers parce que. Ouais. Vous n'aviez pas toute la connaissance qu'il y a maintenant aujourd'hui Non. pour aller faire de l'alpi, quoi. Non. Surtout le matériel en plus. Là, on a eu pas mal de galères, notamment, là, j'avais rencontré 2 Parisiens avec qui on faisait l'Huascarán, qui est le plus haut sommet du Pérou. D'accord. Et eux, la veille, ils campaient, ils se sont fait piller par tout un village qui leur est tombé dessus, qui les a pillés. Ils ont pu reconstituer un peu en rachetant des trucs. Et puis après, on a fait le Huascarán, où on a été pris dans la tempête. Enfin, voilà, ça, c'est des petits souvenirs. D'accord. Et après- ça a demandé beaucoup de ressources en toi ou c'est quelque chose que tu as naturellement? Non, Tu t'es pas posé la question, en fait. non, je me posais pas de questions. à l'époque. D'accord, ok, tu fonces. Ouais. Ok. on se posait pas de questions. Ok, ça permet de comprendre un peu l'esprit que tu as. Ouais. Et du coup, après ce road trip, tu es revenu en France, à Lyon? Ouais, alors après, en fait, de mon voyage, j'avais 2 optiques dans ma vie. C'était soit monter un magasin de sport, parce que je trouvais ça cool. Et D'accord. puis moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté saisonnier. Ok. Je me disais, je vais travailler 6 mois, puis je vais prendre 6 mois de vacances. Enfin, 6 mois de vacances, 6 mois à crapahuter, Oui, à faire voilà. à partir à l'aventure. C'est ça. Avec le recul, c'était utopiste ou c'est à peu près le cas? Ouais, ça a été utopique, mais bon, finalement, on est utopique quand on a 20 ans. Hein. Mais, Et puis si on en a vraiment conscience, est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait? alors, non, mais je suis d'accord. Mais de toute manière, ça l'a pas été au début, parce que les 2 premières années, quand j'ai démarré le magasin à Tassin, il était ouvert 6 mois, et les 6 autres mois, je partais en trip, et notamment, je retournais aux États-Unis. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ah, ok, je savais pas qu'il y avait une période quand tu as ouvert Si, où il y a eu 2 années. Où tu ouvrais que 6 Et mois. notamment avec une expérience de peintre en bâtiment à New York, Ah, c'est à ce pendant un moment-là. été. Ok. Il y a eu plusieurs époques. Ok. Là, on est vers quelle année à peu près? 82. 82, tu Ouais. comptes le magasin, c'est ça? 82. Ouais, alors, l'histoire, c'est que le magasin de sport me plaisait bien. Mm. Je me disais, c'est cool. J'avais vécu Courchevel, ça a été une très belle expérience. Squaw Valley aussi, vraiment une expérience sympa. Je me suis dit, ouais, le métier me plaît. D'accord, ok. Et c'est quoi qui a été le déclic vraiment pour dire, bon, bah, ok, ça y est, je me lance, j'achète des locaux et j'achète du matos et je commence à monter mon magasin. Et familialement, on est très indépendant. Ouais, Et moi, je ne me voyais pas vraiment salarié. d'accord. Et du coup, voilà, j'avais envie de monter l'entreprise. De faire quelque chose Ouais, depuis le début. Ouais. Et en suivant cette logique, petite question, pourquoi le faire dans la région lyonnaise plutôt qu'à Chamonix ou plutôt qu'en Haute-Savoie? Ou plutôt qu'aux États-Unis aussi, là où tu as été. Alors, pas aux États-Unis, parce que je le dis souvent. D'ailleurs, là-bas, souvent les gens me disaient mais pourquoi tu restes pas? Je disais moi, j'ai des grosses attaches familiales. Hein, puis moi, voilà, j'aime mon pays. Voilà, j'adore voyager, mais j'aime toujours revenir. Et voilà, je trouve qu'on vit dans un pays magnifique. Je le pense encore. Voilà, c'est souvent la parenthèse, je le dis souvent. Les Français pensent qu'ils vivent en enfer, mais ils vivent au paradis. Ouais, après petite, avoir fait un voyage ou plutôt avoir vécu une longue période dans un pays étranger, c'est là où tu te rends compte que tu es vraiment bien en France. Oui, je pense qu'on a un beau pays. Après, on peut critiquer beaucoup de choses, mais bon. Et du coup, pour rejoindre sa question, pourquoi Lyon plutôt que la montagne pour monter un magasin de montagne finalement? Alors, ouais, c'est une bonne question. Au départ, j'étais plutôt attiré par Grenoble ou Annecy, naturellement. D'accord. Chamonix, un peu plus compliqué. Après, c'est tout simplement des histoires de gros sous. Hein.
Ok. Parce que, C'est l'opportunité finalement. Bah ouais, parce qu'au début, j'avais pas d'argent. Hein, Ouais. donc, et il s'est trouvé que je pensais pas du tout rester à Tassin, hein, parce que je suis de Tassin la demi-lune quand même. Et à un moment, mon papa Paul Delouis, qui épluchait toujours la tribune de Lyon, me dit bah tiens, il y a un magasin qui fait de la location de ski, de télé, de vélo, qui vient de déposer le bilan. Ski, télé Oui, et vélo. C'était Local Loisirs. D'accord, ok. Voilà. Et ils sont en dépôt de bilan et tiens, tu devrais t'y intéresser et tout, parce que tu pourrais le racheter pas très cher. Génial. Voilà, ça a démarré comme ça. C'est lui qui t'a mis c'est le lui pied qui à m'a l'étrier. dit, et du coup on est allé le voir. Il se trouve Ouais. que c'était pas loin de la maison, mais au départ c'est pas du tout. C'était les Trois Renards aussi. Ouais. Ouais. D'accord, ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Donc un vrai soutien familial au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, parce que le papa était indépendant et lui, pour lui, c'était voilà. Il a bien. toujours été entrepreneur lui aussi. Toujours. Ouais. Donc là, tu démarres en 82 le magasin, donc aux Trois Renards à Tassin. C'est difficile au début, c'est galère, où ça va, Tu te posais pas la question. C'est un petit peu comme le reste. Hein. C'est un peu comme c'était ma vision de la montagne. Oui, on peut pas dire que c'était facile parce que de toute manière. Mais je dirais que c'était une autre époque. Hein. D'accord. C'était moins financiarisé que maintenant. Ouais. On vivait avec peu finalement. Et à l'époque, j'avais un tout petit loyer. Je vivais au-dessus. Voilà, donc je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'en dépensais pas beaucoup. Donc, ouais. Globalement, et puis assez rapidement, ça a fonctionné. Généralement, c'est dans une vision d'entrepreneur, et j'en suis beaucoup. On dit justement que c'est pas l'argent n'est pas un moteur, et surtout au début parce qu'on n'en gagne pas et il faut qu'on soit prêt à faire des sacrifices. Enfin, des sacrifices oui et non, parce que quelquefois on n'en a pas besoin forcément de beaucoup d'argent, et ce qui nous anime, c'est le quotidien, c'est de monter son truc. Donc toi, ça a été un peu ton esprit là. Exactement. Ok. Et du coup, comment ça a évolué? Tu as eu le magasin. Moi, je suis arrivé, je suis né en 88. J'ai vu dans les années 90 le magasin beaucoup évoluer. Tu as poussé les murs, tu as fait un chalet notamment. Oui. On a essayé de gratter un peu tout autour, récupérer, parce qu'on a démarré petit, et puis on a essayé de gratter un peu ce qu'il y avait autour. Voilà, parce qu'on est parti de... Tu as démarré juste avec... 80 mètres carrés, et ouais. puis on est arrivé avec le chalet derrière, les bâtiments à côté, on est arrivé à 450 mètres carrés à peu près. Quoi. Ouais, c'est ça. On a vraiment poussé les murs. Hein. Ouais, c'est assez hallucinant. On a fait un travail de castor. Hein. D'accord. Et au niveau de la croissance, je sais pas si tu veux en parler, mais au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la croissance, on va dire de 82 à 90, puis de 90 à 2000, ça se situait, c'était une forte croissance, j'imagine, pour pousser les murs. C'était une croissance régulière, en fait. Ouais, c'est linéaire. Ouais, très linéaire. Hein. Pendant longtemps, on avait ce qu'on appelle maintenant des croissances à 2 chiffres. Ouais, des hyper-croissances maintenant, on appelle ça. C'est-à-dire on est parti de tout petit pour arriver à un chiffre, on va dire, intéressant et correct. D'accord. Et pour revenir sur la partie années 90-2000, si j'ai bien compris, tu as 2 enfants, dont Tom qui est là, oui. Une fille aînée qui est née aux alentours des années 93, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tom, 96. Bravo. Comment arrive finalement la vie paternelle au milieu de cette vie entrepreneuriale? Est-ce que ça oblige à rééquilibrer un petit peu? Est-ce qu'au contraire, tout se fait fluidement? Moi, pour ma part, tout se fait fluidement. D'accord. Ouais, tu ne te poses pas la question non plus. Je suis bien accompagné par Samia, ma maman, bien sûr, hein, qui prend en charge beaucoup de choses. Après, ça se fait naturellement. Ça a été un vrai accompagnement, Samia, tout au long de tes années. Tu l'as rencontré quand? Janvier 88. Janvier 88. Ouais. Donc, tu avais le magasin depuis 6 ans. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est un véritable accompagnement, et dans ta vie entrepreneuriale et dans ta vie personnelle. Personnelle, c'est normal, mais dans ta vie entrepreneuriale aussi. Elle travaille avec toi depuis je ne sais pas si c'est depuis 88, mais... Non, ça a été, elle nous a rejoints, je pense que c'est vers 92. Hein. D'accord. Voilà. Et oui, ça a été un accompagnement très important. Voilà, c'est quelqu'un de très stable, et voilà, donc ouais. Et toi, Tom, ça fait quoi d'avoir un papa entrepreneur? Est-ce que tu le sentais comparé à d'autres copains qui avaient peut-être des parents plus salariés ou...
Alors, oui et non, parce qu'en fait, j'avais la chance d'avoir mon école primaire qui était juste à côté du magasin. Donc déjà, papa m'emmenait tous les matins à l'école, donc c'était sympa avec ma sœur. Et en plus de ça, le soir, quand l'école se finissait vers 16h30, on allait directement au magasin. Donc nous, on montait dans le magasin, c'était un peu notre deuxième maison. Et au final, on le voyait beaucoup, il était vraiment disponible. Après, c'est vrai que maman, elle s'occupait un peu plus de nous. Je pense qu'elle partait un peu plus tôt du magasin, je me souviens pas bien parce que j'étais petit, mais elle devait partir vers 18h, on allait à la maison, puis papa nous rejoignait. Bon, plus tard, c'est sûr, mais j'ai pas eu ce manque du père qui travaille trop. Enfin, pas du tout, parce que justement, on était déjà très impliqués dans le magasin. Moi, j'y étais tout le temps, et de mes premiers souvenirs, j'ai toujours été au magasin d'Écully, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est aussi la source de ta passion justement pour tout ce qui est montagne et sport de montagne? Ah bah clairement, ça fait partie. Déjà, j'ai vu mon père partir à droite à gauche, ça a forcément créé, on va dire, une certaine curiosité autour de la montagne. Et après, il nous a emmenés très tôt, hein, ça c'est clair avec ma sœur. Et donc on a eu cette chance d'être baigné dedans depuis tout petit. Moi, je voyais le matos, je rêvais devant les skis, chaque fois qu'on avait des nouveaux produits. Donc ça a créé cette passion, c'est sûr, depuis tout petit. Et ça s'est échelonné. Et petit à petit, je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard. Et bon, on arrive aujourd'hui où c'est ça que je fais plus tard. Donc, c'est cool, top. Cool. C'est top. On va arriver à 2017, du coup, Francheville. Tu as passé 35 ans à Tassin à pousser les murs avec une croissance linéaire, mais qui n'a jamais cessé. Comment tu... Elle a quand même cessé, ouais, parce que tu nous parlais des pires moments. On a eu une période très très difficile où l'entreprise a failli capoter, il faut le dire. Hein. C'est en 87-88. On a eu 3 années sans neige, donc dans le métier du ski de la montagne. En 87-88 ? Ouais, ça a été très compliqué. La pire année, c'est 88-89. D'accord. Où les premières neiges sont arrivées fin février. Hein. D'accord. Donc on a eu cette période de 3 années très très compliquée. Et là, ça a été on dit une grosse remise en question. Et là, pour le coup, la croissance n'était pas du tout linéaire. Vous avez chuté, quoi. Ouais, on était en baisse. Ça a été une période compliquée où il a vraiment fallu s'accrocher. Donc là, ça demande des ressources. Comment tu... Ça demande des ressources morales, financières. On fait comme on peut. Hein. Voilà, il faut que les banques soient là. Hein. Ok. Tu as toujours été accompagné par les banques à ce niveau-là, ouais. Oui. Okay. Avec plus ou moins de succès, hein, parce que on sait que les banquiers souvent ne prêtent qu'aux riches. Hein, donc, souvent, c'est plus facile. Ça n'a pas toujours été facile. Donc cette période, elle est quand même importante, hein, parce que là, je romantise des fois un petit peu. La vie de l'entreprise, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a les difficultés du départ, on l'a dit. Hein. Donc, pour se lancer, c'est une grosse énergie. Pendant 2-3 énergie. ans, il faut s'asseoir un petit peu sur son salaire. C'est ça. Et puis après, maintenant, ça me paraît loin, mais il y a eu des années quand même où mon compte, il était plus rouge que vert. Hein. Ouais. Hein. Donc c'est là qu'il faut que les banquiers soient là. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé, parce que ce que je dis souvent avec les banquiers, il faut être toujours très transparent. Hein. Quand il y a des difficultés, il faut les dire. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est marrant parce que c'est un conseil. Nous, on le prend vraiment à cœur. Moi, j'ai suivi beaucoup de cours d'entrepreneuriat et ils disaient, alors nous, on monte une application, donc les banquiers, on a laissé tomber. On va aller voir plutôt des investisseurs. Et quand on va aller voir des investisseurs, nous, l'idée, c'est d'avoir des métriques avant d'aller les voir. Mais c'est toujours être hyper transparent avec eux. De toute façon, ils le savent, ils vont savoir s'il y a un truc qui cloche. Bien sûr. Donc toujours hyper transparent avec eux. Oui, c'est un conseil que je donne, c'est ça, c'est la transparence. Parce que le banquier, moi je le dis souvent, parce que souvent on nous dit oui, les banquiers, ils veulent jamais nous prêter, mais moi je prends souvent l'exemple, si moi je prête de l'argent à un copain ou la famille, j'aime bien qu'ils me remboursent. Les banquiers, ils sont pareils. Donc, et puis s'il n'a pas les moyens de te rembourser, il faut qu'il te le dise, il faut qu'il soit transparent, pourquoi, etc. T'aimes bien qu'il te rembourse, mais t'aimes bien aussi savoir où ça en est. Oui, et là, parce que les banquiers, ils sont là aussi pour nous accompagner. On a besoin d'eux. Hein. Moi, j'ai souvent dit, dans l'entreprise, on a besoin d'un bon expert comptable et d'un bon banquier.
hein, parce qu'il ne faut pas rêver. La finance, ça reste quand même le nerf de la guerre. Surtout nous, dans nos métiers où on supporte des stocks importants. Voilà, il n'y a pas le choix. Et Dieu sait que ça coûte cher le stock. Ça coûte très cher, voilà. Donc il faut qu'on ait des partenaires financiers. Et puis il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont là pour nous aider. C'est pas des ennemis. Hein. Du coup, tu parlais des partenaires importants. Qu'est-ce qui, pour toi, est gage de réussite pour une entreprise comme la tienne? Je sais qu'on parle souvent d'équipe. Est-ce que l'équipe, pour toi, est très important qui t'entoure? L'équipe, elle est fondamentale. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai coutume de dire, oui, on peut monter une entreprise, mais seul, on n'y arrive pas. Hein. Là, aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure en off que tu avais 10 personnes toute l'année, Oui. plus 4 saisonniers qui te rejoignent. Ouais, ça fait quelques années. Tu n'as pas beaucoup de turnover au niveau des 10 personnes, il me semble. Non. C'est vraiment des piliers, finalement. Tu peux compter sur eux. C'est des gens qui t'as confiance. Oui, bien sûr. Enfin, il y a un noyau dur. Hein, ouais. Puis après, forcément, il y a un petit peu de turnover, mais pas beaucoup. Oui, on s'appuie vraiment sur une équipe solide, des gens compétents, voilà, avec qui on a des bons rapports, hein, je pense et j'espère. C'est important. Hein. On parle d'équipe. L'entreprise, c'est pas une personne. Hein. Non, c'est clair. Voilà. Au début peut-être, mais après ça devient vite. Forcément, mais après, et puis bon, le côté humain, il reste super important. Nous, on y attache beaucoup d'importance. Ouais. Voilà, on est plutôt dans une entreprise un peu entre guillemets familiale. Hein. Ouais. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait que dans un métier de conseil comme le nôtre, l'équipe, de toute façon, elle est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, si les gens viennent chez nous, c'est pour chercher du conseil, c'est pour chercher un accompagnement. Et dans tous les cas, le conseil et l'accompagnement, c'est ni papa, ni moi, ni maman qui pouvons le donner à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Nous, on est souvent en surface de vente parce qu'on aime bien ça. Mais dans tous les cas, il faut que tout le monde reflète notre vision des choses, que tout le monde ait cette passion de la montagne. Pour nous, c'est important. Et c'est pour ça que pour nous, l'équipe, c'est clairement une des clés de réussite. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des points forts du magasin. On a vraiment une bonne équipe, et c'est ça qui est sympa, je pense, quand on vient chez nous. C'est tout le monde essaie de transmettre cette passion, donc ça, c'est bien. Donc finalement, sur le recrutement de base, les logiques, c'est les valeurs humaines et la passion de la montagne. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, alors, on ne cherche pas forcément des champions, mais voilà, des gens qui aiment le sport, les sports de nature, hein, parce que c'est un peu notre raison d'être. Voilà, et avec une bonne vision humaine. Hein. D'accord, c'est top. Du coup, j'en viens à Francheville. Tu as fait un gros changement en 2017. Donc, on a passé quelques années, mais voilà, la croissance, on va dire, a été linéaire. En 2017, tu es passé d'un magasin, du coup, tu nous disais de 400... Oui, on va dire 450 mètres carrés. 450 mètres carrés, à avoir construit carrément un magasin à Francheville de 1300 mètres carrés, c'est ça? Ouais, le bâtiment fait 1400 mètres carrés. En surface de vente, on est à peu près à 1100. D'accord, donc voilà. tu as plus que doublé, quoi. Oui. D'accord. Et ça, j'imagine que ça a engendré un gros stress, oui. Mais aussi quelques belles réussites. Qu'est-ce qui a été ton moteur pour faire ça? Ça fait longtemps que j'avais ça en tête, très très longtemps, hein, parce que dans mon parcours après Squaw Valley, bon, je ne vous l'avais pas dit, mais avec le directeur de l'école de ski de Squaw Valley, on est parti dans une aventure dans le sud de San Francisco, à Redwood City, où donc on avait monté Tahoe Ski Center, qui était un magasin tourné vers le ski, un ancien magasin de meubles de à peu près 1000 mètres carrés qu'on avait tout retapé. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que, pour diverses raisons, bon, moi, j'étais que salarié, hein, mais depuis ce début, j'avais cette idée d'une surface plus grande, hein, parce qu'à l'époque, dans ce Tahoe Ski Center, il y avait une agence de voyage, il y avait une machine à skier sur une moquette. Enfin, ah oui, je vois très bien. Voilà. Et depuis toujours, j'avais ça en tête, hein, mais ça a mis beaucoup de temps, hein, parce que j'ai coutume de dire que le temps passe très vite. Et le projet de déménager, je l'avais au moins depuis 15 ans. D'accord. Il faut savoir que pour déménager, c'est très, très compliqué. Administrativement Ouais, il y a plein... Déjà, sur Lyon, souvent, les gens me disent
mais comment ça se fait? Il n'y a pas beaucoup de magasins de sport. Je dis, mais on a un problème de foncier parce que le terrain est très cher. Il y a pas mal de problèmes. C'est compliqué de monter une boutique. Et ouais. Et il n'y a pas aussi un risque de perte de clientèle qui a ses habitudes d'aller à tel endroit et est-ce que vous avez senti une nouvelle clientèle et une perte de clientèle ancienne, ou au contraire, les anciens sont toujours fidèles et sont prêts à se déplacer plus loin? Ça a été un souci sur le déménagement, parce qu'on se disait 4 km, c'est pas beaucoup, mais on change un peu de secteur. Globalement, on a vraiment gardé la majorité de nos clients et on a recruté des nouveaux clients. Donc, mais au début, oui, c'était un stress de savoir est-ce que les gens vont nous suivre. Après, le pas, oui, il n'a pas été facile à faire parce que c'était un gap financier. Il y avait des risques, forcément. Bon, les risques, moi, ça a toujours fait partie de mon environnement. Donc, voilà, j'ai coutume de dire, mon expérience d'Alpi, elle m'a toujours servi parce qu'en Alpi, quand on est parti dans une phase, on n'a pas 36 solutions. Ouais. En général, il faut partir et puis basculer. basculer. Voilà. Donc, ça m'a bien servi, mais 2017, et Tom peut en témoigner, ça a été une année difficile. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que Ouais, j'avais quand même beaucoup de stress. Mmh. Avec, comme toujours, et vous allez le ressentir en tant que nouveau entrepreneur, avec toute une partie des gens qui vous disent mais c'est de la folie, mais pourquoi tu fais ça, mais... On le ressent déjà. Voilà. Alors qu'on n'a pas monté la boîte, on le C'est ressent ça. déjà. Ouais. Et des fois, c'est pas rassurant du tout. Mais Bon, après, il y a- à contrario, tu as aussi une partie de ton entourage qui, j'imagine, qui était un soutien. il y a les deux. Ouais, Voilà. il y a les Il y a deux. vraiment les gens qui nous connaissent bien, qui disent mais non, mais si, tu vas le faire, tu vas Ça y va être arriver. top. C'était un challenge. Bon, maintenant, je suis fier de l'avoir fait, franchement. Mmh. Et je peux qu'encourager les entrepreneurs à évoluer, avancer. Parce que de toute manière, le modèle de Tassin était obsolète. Il faut être clair. Tout évolue. Et C'est-à-dire le modèle de Tassin, c'est par rapport aux étages, Ouais. Parce que la complexité, le manque de parking, ouais, c'est ça. Ok. la complexité des bâtiments. Parce que là, tu es sur une surface Plane. au niveau du magasin qui est plane, Ouais. alors que tu avais 3 étages plus un chalet, il Ouais. fallait traverser une rue. Le nombre de places de parking était limité, alors Très que limité. là, tu as Mm. peut-être doublé ou triplé le nombre de places de Ah parking. oui, facilement. Ouais. Donc, ouais. Ok. Alors après, c'est vrai que le changement, il a pris longtemps. J'aurais bien aimé le faire plus tôt, mais il faut savoir que ça nous a pris 7 ans. Entre D'accord. le début du projet, on a eu la chance d'avoir 4 années de recours par notre ami, pour ne pas le nommer, et néanmoins concurrent Intersport. D'accord. C'est Donc, que tu as deux- perdu 4 ans en juridique. Tu nous as dit que ça avait mis 7 ans, donc ça a mis 3 ans, en gros, après pour Non, dire... c'était plutôt avant, parce qu'avant, D'accord. il y avait pour monter le dossier, ça prend quand même du temps. Bien sûr. Entre le moment où on a trouvé l'emplacement, que le bâtiment se fasse et tout, voilà, ça a pris quand même... Il faut dire que tu es sur le terrain de Botanique à Francheville. Oui, Tu as eu un arrangement avec Botanique pour l'emplacement. Ça leur appartenait ou Ah pas oui, du oui, tout? bien sûr, Ouais, c'est mais- ça. Donc, tu as trouvé l'emplacement et tu as fait un arrangement avec Botanique. Et après, tu as mis du temps pour monter le dossier. Après, il y a eu le juridique. oui. Vas-y. Oui, alors, ce qui est quand même important de dire, c'est que nous, on n'est pas propriétaire. On est D'accord. locataire du bâtiment. Vous êtes locataire du bâtiment. Oui, il faut savoir qu'un bâtiment comme ça coûte très très cher, D'accord. que le propriétaire, de toute manière, n'était pas vendeur. Donc, Ok. voilà, parce qu'il- Mais il l'a fait construire, le bâtiment. Oui. D'accord. Alors, ce qui a été intéressant, c'est qu'on l'a construit conjointement. Ouais. C'est-à-dire, on est parti d'une feuille blanche. Et donc, Donc, il est vraiment adapté à tes besoins, quoi. ouais, Oui, vous avez eu complètement. un impact sur le cahier des charges. Ouais, complètement. Et en plus, la mairie avait quand même, la mairie de Francheville, au niveau environnemental, avait un cahier des charges très précis. Donc, il fallait que le bâtiment soit vraiment intégré, ce qui nous va bien. On se retrouve dans un environnement qui est vraiment sympathique, très nature. Ouais, c'est super. C'est top. Franchement, venez au Et magasin. voilà, tout ça pour dire que, en fait, pour l'entreprise, pour les jeunes entrepreneurs que vous êtes, ce qu'il faut noter, pour Tom, mais Tom l'a vécu aussi, il y a une qualité pour l'entrepreneur, c'est la ténacité.
La ténacité et la patience, j'imagine. Oui, beaucoup de Moi, patience. j'ai appris ça dans mon boulot d'avant. Je pensais que tout allait se faire en un Oui. clin d'œil. Mais moi aussi, hein. Et finalement, on Et alors, apprend. grande question, avec l'expérience et le recul, comment on arrive à faire la différence entre la ténacité et l'entêtement? Ouais. Alors, ouais, c'est une bonne question. L'entêtement, c'est ce qui va te conduire dans le mur. Donc, je pense qu'à un moment, C'est la effectivement, finalité, finalement, ça. C'est le résultat c'est- qui détermine si ouais. on a été tenace ou au contraire entêté? Ouais, alors c'est un peu lié, mais c'est vrai que l'entêtement, ça peut être un défaut aussi, hein. Donc, il faut trouver le juste milieu, hein. Pour moi, être tenace, c'est toujours vouloir atteindre son but, mais parfois comprendre qu'il faut changer de méthode pour y arriver. Être entêté, c'est toujours vouloir atteindre son but sans jamais changer de méthode. Et pour moi, un entrepreneur, il doit être tenace plus que entêté, ça c'est sûr. Ah, c'est une belle définition. Ouais, bravo, parce que ouais, c'est exactement ça. Ouais. La ténacité, c'est bien, l'entêtement, c'est plutôt un défaut. D'accord. Je voulais revenir aussi sur. Vous venez de sortir un nouveau site web. Vous avez pris le virage Internet, j'imagine, très tôt. On va dire que Internet en e-commerce est arrivé à peu près en 2004. Je ne sais pas, vous, comment vous l'avez vécu. Justement, c'était pour savoir comment vous avez pris le virage Internet et comment ça a évolué depuis. Alors, rapidement, moi, j'ai voulu aller dans Internet, hein, parce que j'ai senti qu'il y avait des choses à faire. Alors, ça, c'est assez intéressant, parce que donc, j'ai fait appel à une société qui s'appelait Pub Online, OK. avec 2 associés. Et, sur les 2 associés, je m'entendais très bien avec un des 2 associés. On a commencé un site assez rapidement et la première année, j'étais un peu surpris parce que Ça a marché. Ça a marché assez rapidement. D'accord. C'était quoi pour la première année, on va dire, alors que vous veniez de le faire, la proportion entre le CA généré par le site et le CA généré par... Alors ça restait modeste, hein, parce que on est monté à peu près à 10% du chiffre. 10%, Mais c'est énorme pour une oui, première année. c'était pour une première année, c'était beaucoup. D'accord. Et est-ce que c'était des nouveaux clients ou est-ce que c'était les clients existants qui utilisaient une nouvelle méthode? Non, c'était des clients vraiment nouveaux qui venaient un peu de toute la France. Et c'est là que j'ai découvert. D'accord. Le problème, c'est que... Ça a élargi ta zone de Ouais. chalandise d'un coup, quoi. Oui, mais voilà, malheureusement, sur les 2 associés, le bon est parti et je me suis retrouvé D'accord. avec celui que je qualifierais de moins bon, qui nous a fait partir, faut le dire, dans le mur, hein. C'est-à-dire il y a eu un très bon démarrage et après ça s'est effondré. Donc c'est là que le choix des partenaires est super important. D'accord. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'ai découvert et on a perdu beaucoup de temps. Et du coup, on a perdu beaucoup de temps avec D'accord. Internet. OK. Hein. Ça, Et là, c'était en quelle année que vous avez lancé le premier C'était site? quasiment au début d'Internet. Hein, ça devait être 2005-2006. Ouais, du e-commerce en tout Ouais. cas sur Internet. C'était les débuts. D'accord. Là où nos concurrents ont démarré, hein, je pense à Glitch Shop par exemple, qui a démarré à peu près là, Ouais, c'est ça. et qui, lui, a pris les C'est bons clairement jours. toi, je crois. Hein, les bons jours. Ouais, ils Donc, ont comme pris quoi- les bons partenaires. Et ça, C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que dans l'entreprise, il y a effectivement la ténacité, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même une partie de chance. Hein. Ouais. Il y a une partie de chance à ne pas négliger. Alors, je ne veux pas dire qu'on a eu de la malchance, mais sur la partie Internet, on a eu un peu de malchance quand même. D'accord. Hein. Bon, après, on a rencontré une autre société qui était une société aussi de conseil en communication, hein, qui nous a fait... C'est en quelle année? C'était en 2011. Ouais, 2011. 2011. Donc, OK, donc il y a eu quand même 5-6 ans avec les partenaires Ouais. qui n'étaient pas très bons. C'est ça. OK. Donc j'ai l'impression que sur le site internet, on a pas mal ramé. Bon, maintenant, Tom a repris les choses en main, puis voilà, il va pouvoir s'exprimer. Et quelle est la proportion aujourd'hui, justement, par rapport à 2004, la proportion de CA, c'est toujours 10% ou Non, c'est tout petit. c'est tout, Oui. c'est devenu tout petit? Oui, Ah ouais, c'est étonnant. on est monté à 16% D'accord. sur Tassin. OK. Et pourquoi on était à 16%? C'est qu'on allait beaucoup sur les plages de marché. Ah, OK. Et les places de marché, ça fait du
Ça fait du volume, mais ça fait pas de marge. Les places de marché comme Amazon, Oui. on en a parlé, Voilà. là où vous vous êtes retiré il y a Voilà. très peu de temps. Oui, voilà, Amazon, ça fait un moment qu'on voulait se retirer pour des problèmes éthiques. Ouais, Il faut ok. dire ce qui est. Mmh. On est très content, grâce à Tom, qui va pouvoir vous dire un peu ce qu'il a fait. Mais depuis hier, on ne travaille plus avec Amazon. D'accord. Et hier, c'est pas une métaphore. C'est hier. Oui, parce que votre nouveau site web et site marchand est sorti hier. Et ça, c'est le gros boulot que tu as fait, Tom, depuis quelques mois, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, je pense que jusqu'à très peu de temps, on considérait Internet comme un investissement ponctuel et après qui on va dire, vivait pendant 5-6 ans et on réinvestissait et ça revivait pendant 5-6 ans. D'accord. Aujourd'hui, comme on le conçoit, c'est plus comme quelque chose de continu. Qui doit évoluer. Voilà, qui doit évoluer avec forcément son temps. On ne peut pas rester sur des choses fixes parce que Internet évolue très vite. Nos métiers évoluent très vite aussi, même si on fait du commerce physique à la base. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable avenir commun entre le physique et le digital. Donc je ne parle pas forcément d'un site Internet, on ne veut pas être des pure players, mais je pense que demain, Internet servira le magasin physique pour apporter une expérience client, on va dire, vraiment de A à Z, D'accord. vraiment complète. Ah, Et, du coup, tu veux rapprocher l'expérience client entre le magasin et le site Internet? voilà, c'est ça. Ah ouais, Donc ok. ça, c'est l'objectif, apporter un peu de digital dans notre surface de vente, mais aussi du coup chez nos clients, Génial. pour que, où qu'ils soient, ils puissent avoir un contact avec Espace Montagne Lyon et peut-être plus tard d'autres magasins, mais qu'il y ait toujours en fait cet accompagnement et qu'ils retrouvent la même chose en magasin et sur notre site, qu'il y ait cet ADN aussi de passionnés, parce que je pense que c'est ce qui nous caractérise. Et du coup, ça, c'est le travail qu'on entreprend. Aujourd'hui, on a mis la première pierre à l'édifice, on va dire, avec ce nouveau site. Le but, ça va vraiment être de le faire vivre, qu'il soit toujours d'actualité, toujours... Le faire évoluer sur la durée, quoi. Exactement. Tout au long des années. Et là, tu nous parles du site internet. Sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi très vivant. Je me suis aperçu en allant regarder un petit peu votre page Facebook, par exemple. Déjà, vous l'avez créée bien avant la page Facebook Espace Montagne France. Oui. Et vous avez 8K followers, alors que par exemple, Espace Montagne France n'en a que 3K. Ouais. On sent que c'est aussi une grosse source de visibilité. Instagram, arrivé en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Pareil, où on retrouve ce côté familial, passionné de la montagne, où on voit une situ en train de faire de la descente, en train de faire de l'escalade, etc. Ce que je trouve génial. Ça, c'est aussi quelque chose que vous voulez mettre en avant? Ouais, bien sûr. Alors, nous, les réseaux sociaux, donc à la base, c'est l'agence de communication qui avait monté le second site qui nous a poussé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'était vraiment une activité à la base, on va dire, très ponctuelle avec un post par mois, ce genre de choses. Et donc, moi, ça fait longtemps que je travaille pour le magasin au final, mais je me suis impliqué dans l'émission un petit peu plus digitale, entre guillemets, ces dernières années. Donc, depuis 3-4 ans, j'ai repris vraiment la page Facebook. Et là, je suis en train de pousser un peu Instagram parce que je pense qu'il y a un bel avenir sur Instagram. Et effectivement, c'est clairement un vecteur de communication assez puissant. Je pense que les gens nous voient beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est un constat général. Et ça permet tout simplement de garder un contact, de montrer ce qu'on fait, parce qu'on vend des produits, mais nous aussi, on est des passionnés. Donc, avec papa, on est régulièrement en montagne, quasiment tous les week-ends en hiver. On fait un peu d'alpi. D'ailleurs, notre plus belle expérience d'alpiniste, en tout cas la plus belle pour moi, c'était le Mont Blanc qu'on a fait ensemble l'année dernière. C'était vraiment un beau moment. Avec Et une ça, très belle vidéo, d'ailleurs. avec une belle vidéo, c'est gentil. Et ça, on aime le partager avec les gens qui nous suivent, parce que voilà, nous, si on fait ça, c'est clairement parce qu'on aime ça. Il n'y a pas que du business, quoi. Et du coup, le partager sur les réseaux, c'est à la fois plaisant, c'est facile, et voilà, ça montre ce qu'on est. On revient toujours dans cette logique de valeur humaine et de passionné de la montagne. Ouais, bien sûr. Ouais, passionnés de la montagne, et puis un peu plus large aussi, parce qu'on est des passionnés de nature, en fait. Hein. Donc la montagne, et puis tout ce qui va avec, parce que voilà, là, on s'est pas mal pris sur le kayak aussi. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les sports nature, être dehors, dans la nature. Et avant de lancer justement un nouveau sport en vente, est-ce que c'est parce que vous l'avez essayé, justement, vous vous dites, tiens, c'est quelque chose qui me plaît et je veux justement le démocratiser, le mettre un peu en avant? Pour le kayak et le paddle, c'est exactement ça. Hein. On avait envie, besoin aussi de développer des sports d'été. Et on s'est bien pris au jeu, ouais. Hein, nous, ce qu'on aime, c'est dans la nature, en fait. Hein. Et puis, voilà, faire passer le message. Donc finalement, votre stratégie de réseaux sociaux, c'est vraiment ce vecteur de communication, de dire
ce que vous voyez, les vendeurs que vous voyez, nous, on est dans les bureaux, mais en fait, on a la même passion que vous et on vous la fait partager. Et voici quelques petits tips aussi qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est montrer que nous déjà, tout ce qui est sélectionné dans le magasin, globalement on l'a essayé, et on l'a bien essayé, des choses qu'on a mis un peu à rude épreuve, mais c'est montrer que nous on fait ça par passion et qu'on a cet amour commun de la montagne, de la nature et de tous les sports qui gravitent autour. En plus, nous on est vraiment multisport, on pratique quasiment tous les sports qu'on vend dans le magasin, et pratiquement, même je pense qu'on les pratique tous. Oui. Et plus quelques ça devient de sports, plus en plus dur, mais le vélo, ce genre de choses. Oui. Et du coup, toi, tu es très réseaux sociaux parce que tu as 24 ans, tu vas en avoir 25 bientôt, mais tu as 24 ans. Et du coup, Instagram, Facebook, tu es né avec. Toi, les réseaux sociaux, pour toi, ça te parle aussi? Tu comprends l'intérêt? Tu comprends les choses? Alors, je comprends l'intérêt, mais moi, de ma génération, j'ai beaucoup plus de mal. Ouais. De partager tout de suite, c'est ça qui te gêne? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait pas mal de choses sans les partager. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai toujours un petit peu de mal à me mettre en avant. Mais je pense que c'est le biais de pas mal de gens. Nous, on a commencé et vraiment, au début, personne voulait être en face cam, quoi. Et c'est très compliqué, et je le sais. Et par contre, le côté vidéo, de faire des vidéos, pour toi, est-ce que par rapport à peut-être il y a 20 ans, 30 ans, où on avait moins accès à ces technologies-là, est-ce que d'avoir un souvenir, par exemple, du Mont Blanc? Je trouve ça extra. Ouais. Souvent, j'y pense parce que j'ai fait des trucs vraiment très intéressants et j'ai pas de souvenir. Ouais. J'ai un truc tout bête, mais quand je suis parti, j'avais toutes mes photos. Notamment, on a vécu des trucs au Pérou extraordinaires. On a fait le Chopicalqui, qui est un sommet à 6004. On était tout seul, un truc de dingue, quoi. L'Huascarán dans la tempête. Et j'ai pas de photos, j'ai rien. C'est ça. Les photos que j'avais, à l'époque, c'était des diapos. Et quand j'étais au Chili, j'avais laissé mon sac dans un hôtel un peu minable, parce que j'allais dans des hôtels à 1 € la nuit, ou 1 franc, je sais plus. Et je me suis fait piquer mon sac avec toutes mes photos. Et ça, souvent, je me dis, putain, c'est quand même dommage, quoi. Mais c'est comme ça. Et du coup, quand je vois maintenant tous ces films, je trouve ça vraiment c'est extra, très bien. Bien sûr. L'autre fois, on a fait une rando. Tom, il avait son drone et tout. C'est le Mont Jovet en dessus. C'est magnifique. Tu as accès à des points de vue. Bien sûr. La technologie, moi, j'adore. Mais malheureusement, à l'époque, on n'était pas du tout là-dedans. Ouais, bien sûr. Pas du tout. Puis ça permet de revivre ce que tu as vécu en live, parce que c'est des moments qui sont forts. Souvent, quand tu fais du ski, quand tu fais de l'alpi, ce genre de choses, c'est vraiment des moments qui sont forts. Et pouvoir se reposer sur les images et se dire, waouh, c'était fort. Quoi, ça te permet de prendre du recul, tu veux dire, et de dire, waouh, ce qu'on a fait, c'était cool, quand même quoi, super, c'était génial, quoi. Exactement. Et alors, petite question, en arrivant devant votre magasin, j'ai remarqué qu'il y avait un petit espace au fond en click and collect. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie digitale initiale, justement, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu à cause du Covid qui est arrivé en cours de route que vous avez déployé cette solution? Alors, le Covid a accéléré. C'est-à-dire, clairement, l'an dernier, on s'est retrouvé avec le magasin fermé. Il faut savoir que depuis 1 an, on a 4 mois de fermeture imposée. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions. Donc, clairement, oui, ça a accéléré. Après, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le click and collect, nous, on est quand même un magasin physique. C'est une toute petite partie. Oui, c'est vraiment l'hybride entre le digital et le magasin physique. C'est ça. Mais ça fait partie de nos stratégies à venir. Exactement. Puis, je pense qu'il y a quand même un engouement pour le click and collect et le commerce local ces derniers temps, notamment dû au Covid. Et c'est vrai qu'on voit quand même, parce que là c'est quand même la 3e fois qu'on ferme le magasin, malheureusement à cause du Covid ou de la Covid, je ne sais plus comment il faut l'appeler, mais bon, peu importe. Je crois que c'est là, selon l'Académie française. Oui, voilà. Donc 3e fois qu'on ferme le magasin, et on se rend compte quand même qu'on a pas mal d'appels qui nous demandent, donc si on a un service de click and collect, bon,
Là, il est en place depuis hier. Malheureusement, vu que le site d'avant était un petit peu sur sa fin de vie, on attendait un peu le nouveau site pour... Enfin voilà, on ne voulait pas faire tous les efforts qu'on fait sur le nouveau site, sur l'ancien. Enfin, vous ne voulez pas dupliquer les efforts, ce qui fait que les 15 premiers jours du 3e confinement, on a été un petit peu vidé de click and collect. Là, ça va repartir, je pense. Donc tant mieux, et c'est clairement notre stratégie, mais c'est vrai que on a eu un petit problème de timing sur le 3e confinement. Et pour revenir un peu sur la Covid, quels autres impacts vous avez pu avoir en dehors justement de cet aspect-là, le click and collect finalement, quelles sont vos stratégies déployées, quelles sont vos manières de réagir pour faire face à ça? De toute manière, alors c'est être présent sur les réseaux, continuer à faire parler de nous, hein, garder le contact avec les clients, très important. Hein. Vous arrivez à le garder par les réseaux sociaux ou par le site? Oui. Réseaux sociaux, on fait un peu d'emailing et de mailing aussi. D'accord. Donc ça permet de garder un contact. Et après, on fait des permanences, donc on a des clients qui viennent nous voir. Ce qu'on remarque quand même, c'est que malgré la Covid, il y a un engouement très très fort pour le sport, donc pour les sports de nature. Ça a changé. La Covid a un peu changé parce que la montagne n'était pas accessible en remontée mécanique. Donc ça a un peu changé le game, on va dire, du ski. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus mis au ski de rando. Oui. Ils ont acheté pas mal de matos. Et finalement, il me semble que vous avez, selon toute vraisemblance, finalement, vous avez réussi à sortir une année qui était correcte. Oui. C'est ça? Oui, c'est clair. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu, on va dire, ce transfert d'activité, parce que nous, on part au début du mois de décembre en se disant, est-ce que les remontées vont être ouvertes? Oui, non. Ouais, parce que c'est un gros enjeu pour vous, les remontées mécaniques, si ça ouvre pas. C'est un peu comme tu disais, l'année 87 ou 88, où il y a eu de la neige en février. Bah là, si les remontées mécaniques ouvrent pas, j'imagine que tu te disais... ça a été un peu la panique en novembre, parce qu'on s'est dit, waouh, donc déjà, on a été fermé en novembre. Après, on s'est dit, putain, si les remontées mécaniques ouvrent pas, ça va être très compliqué. On s'est aperçu finalement avec le recul que avec ce nouveau magasin, nous, le ski de rando, c'est dans notre ADN, comme on dit, parce que ça fait 35 ans qu'on le fait. Donc, c'est pas nouveau chez nous. Mais, donc, on avait déjà un beau rayon. On a rapidement senti que ça allait bouger. On a fait ce qu'il fallait pour avoir du stock, parce que le nerf de la guerre, c'était ça. Et effectivement, on fait une très très belle année en ski de randonnée, en raquettes à neige, chaussures de randonnée, chaussures de rando, ce qui nous a permis de faire un hiver très correct et montrer aussi qu'on pouvait faire autre chose. Il y a le ski alpin, effectivement, qui reste important, mais il y a tout le reste. Tous les sports naturels à côté, c'est notre positionnement et on va le renforcer. C'est clair. Vous êtes spécialisé de tous les sports de nature, liés surtout à la montagne, mais pas que, avec le paddle, avec le kayak. Avec voilà. Des choses comme ça. Après, il y a le voyage aussi, qui est très important, parce que le trek, bien sûr. Le trek est très important. La découverte de notre petite planète. C'est clair. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué avec le Covid, mais... C'est compliqué, mais du coup, comme tu l'as très bien dit, les gens redécouvrent les alentours, le beau pays, et notamment la montagne. On l'a vu l'été dernier, où il y a eu un engouement extraordinaire sur la montagne. Ouais, en plus, on a un terrain de jeu en France, que ce soit en montagne, même la mer, l'océan. C'est juste fabuleux. Donc, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs à côté de chez nous. Et on se rend compte qu'au final, passer son été en montagne, à aller faire des activités qui sont peut-être parfois un petit peu différentes de ce qu'on pourrait faire quand on voyage, mais c'est tout aussi plaisant, et les gens sont revenus après l'été 2020 avec le sourire, en tout cas chez nous. Donc ça montre que... Oui, ils s'épanouissent dans leur pays finalement. Il y a un gros besoin de nature, et on peut le comprendre parce qu'on est avec nos masques, on est quand même bien enfermé. On est l'être humain. L'être humain, il n'est pas né en ville. Il est né plutôt dans la nature, et on ressent ce besoin de sortir qui est très très fort. C'est clair. Très très fort. Rien que juste d'enlever les masques. Voilà, on est d'accord. De respirer le bon air de montagne. Et du coup, ce Covid vous a aussi permis d'avoir plus de temps
pour vous deux. On en a parlé. Joël, tu souhaites transmettre du coup le magasin et du coup tout ton savoir-faire à Tom qui va le reprendre d'ici à peu près 2 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, on s'est mis un timing sur les 2 années à venir. Hein. D'accord. Donc, Et comment vous abordez les choses pour la transmission? Est-ce que tu le prends vraiment au quotidien en lui expliquant des choses ou alors est-ce qu'il prend des projets, par exemple le site internet, il va prendre d'autres projets et petit à petit, il va en prendre de plus en plus? Comment vous faites exactement? C'est exactement ça, ouais. Là, voilà, Tom, je lui ai donné des missions. Là. Donc, la mission première, c'était la communication. Donc, il a... Les réseaux sociaux, du coup. Ouais, donc je pense qu'avec ses études... On rappelle que tu sors de l'EM Lyon. Ouais. Et Tom, il a quand même, je peux le dire, des facilités. Et c'est le père donc qui il a vite compris sur la communication, parce qu'il a tout repris de A à Z. Il faut savoir que depuis maintenant 6 mois, c'est Tom qui fait les campagnes. Il a appris Photoshop, il s'est plongé dedans. Parallèlement, donc il a fait ce projet de site assez rapidement, hein, parce que c'est depuis début janvier. D'accord. Hein. Voilà, donc c'est les missions que je lui avais données. Puis petit à petit, effectivement, il y aura d'autres missions, des missions de management. Mais bon, l'avantage, c'est que Tom traîne ici depuis longtemps. Bien sûr. Donc tout le monde le connaît ici. Bien sûr. Et justement, par rapport à ça, est-ce que les gens, quand tu es arrivé, c'était potentiellement le futur, voire le futur repreneur du magasin. Est-ce que ça a été difficile de trouver ta place ou ça s'est fait naturellement? Je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Alors moi, je peux donner que mon point de vue. Je sais pas ce que pense l'équipe de ça, mais j'ai l'impression en tout cas que globalement, j'ai été facilement accepté entre guillemets en tant que futur repreneur. Après, on verra comment ça se passe voilà, quand les parents travailleront plus au magasin. Mais je pense que ça se passera bien parce que déjà, on s'entend très bien avec l'équipe et notamment avec le noyau dur qu'on évoquait tout à l'heure avec papa. Et vu que je suis sur des missions qui sont déjà pas forcément sur la surface de vente et qui sont un petit peu différentes, bon, j'ai moins... on va dire, papa reste, on va dire, le gérant du magasin. Et moi, j'ai pleine confiance, notamment en le noyau dur qu'on évoquait, Mathieu, Cécile, Stéphanie, enfin bref. Et je leur laisserai facilement, on va dire, continuer ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. J'ai pas vocation à tout changer, je trouve que ça se passe très bien. Et du coup, ça facilite, on va dire, les relations. Après, forcément, il y aura des changements, mais ça va avec le temps. Et de toute façon, il en faut. Et ton père, il a changé il en fait tout le plus temps. qu'une fois. Oui. Non, puis je pense que pour l'équipe aussi, il y a un côté rassurant parce que ça reste familial. Il n'y a pas de changement radical de gouvernance finalement. Ouais, parce qu'actuellement, faut voir que une entreprise comme nous, moi, si on la revend, ça peut être. Moi, je vois que j'ai des collègues, ils ont revendu à des fonds d'investissement, parce qu'il faut savoir que les fonds d'investissement, maintenant, s'intéressent à tout, hein. Même forcément pas à des grosses entreprises. C'est pas la même philosophie, hein. Donc, je pense que pour l'équipe, c'est plutôt rassurant. Ils connaissent très bien Tom. Tom, je peux le dire, c'est mon fils, mais il a des grosses valeurs humaines, donc je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. La transition, elle se fera très très bien. Voilà. Après, encore une fois, l'avantage, parce qu'on a investi dans des études. Alors souvent, sa maman dit mais à quoi ça sert? Parce que tu vas reprendre le magasin. Mais le réseau, moi, je pense que c'est très très utile. Non, je pense qu'elle se rend compte maintenant C'est très utile parce que l'air de rien, sur des écoles comme l'OM, c'est des méthodologies. Ça permet de prendre du recul par rapport aux choses et puis d'appréhender le monde nouveau, hein. Donc, complètement. Par rapport à ça, juste, tu peux nous dire en 2 mots, par rapport à ce que tu as appris dans tes études et ce que tu as appris ici. Les études, c'est quand même assez théorique, même si tu apprends des méthodologies, c'est assez théorique. Maintenant, de le mettre dans le concret, c'est aussi assez différent. Tu dirais que tes études te servent énormément ou que tu apprends beaucoup plus au quotidien ici? Alors, je pense que mon propos sera assez nuancé dans le sens où je suis parti du principe que pendant mes études,
je voulais apprendre des choses qui ne s'apprenaient pas sur le tas. Du D'accord. coup, j'ai un parcours qui est très orienté finance. Et ça, je pense que demain, ce sera, enfin même finance et comptabilité, gestion. Ça, demain, je pense que ce sera une force parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir une vision claire sur toutes les notions de rentabilité, toutes les notions, tous les ratios financiers, tout ce genre de choses. Bien sûr. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent difficilement sur le tas. Aujourd'hui, ce que j'apprends dans l'entreprise, c'est des savoir-être, des savoir-faire, et après comment se comporter dans l'entreprise, comment fonctionne un magasin. Il y a tout un tas de subtilités, tout ce qui tourne autour de notre logiciel de gestion, Les relations fournisseurs aussi, notamment. relations avec- fournisseurs, tout le volet des achats Mhm. qui est très important, hein, que j'avais pas forcément appris en cours. Donc on va dire que c'est très complémentaire. Mhm. Mais ce que j'ai appris surtout à l'EM Lyon et aussi dans mes études d'avant, donc j'avais fait une licence sciences de gestion et un BTS comptabilité gestion à Made in. Je pense que j'ai appris du coup des savoir-faire et des savoir-être et surtout cette notion d'adaptabilité, qui, je pense, me permet aujourd'hui de réagir vite et on va dire d'avoir une certaine agilité sur les Ok. différents projets que j'ai. Je vais essayer de te la reformuler sans tes études. Est-ce Mm. que aujourd'hui tu viendrais dans le magasin, tu ferais exactement ce que tu fais aujourd'hui, sachant que effectivement tu n'as pas ce volet du coup finance Mm. et que la finance ça va être très important pour toi dans les années à venir. Mm. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, est-ce que c'est en rapport avec la finance? Je ne sais pas. Mais imaginons que tu n'avais pas fait d'études, tu serais venu dans le magasin. Est-ce que tu aurais fait à peu près tout comme tu fais? C'est une bonne question. Je pense que je me suis clairement construit autour de mes études. Ok. Et, C'est très important pour toi, du coup. Ouais, Ok. pour moi, ça a vraiment été important parce que déjà, ça m'a permis on va dire, d'être sûr de moi sur la reprise du magasin. Parce Mm. qu'en fait, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu les portes de Ok. différents autres métiers. Et je me suis dit, en fait, tout ça, ça a l'air très cool. Mm. Mais ce que je veux faire, c'est bosser ici. C'est bosser au magasin, développer ça et bosser avec mes Ça- parents parce que ça me plaît. Ça a validé un vrai choix pour toi. Ça a validé le choix, clairement. Et je pense qu'il y a aussi toute cette ouverture d'esprit que j'ai pu avoir, notamment avec les différentes conférences, parce qu'à l'EM Lyon, on a pas mal de conférences, et aussi dans mes études d'avant, on avait pas mal de conférences. Et de voir des entrepreneurs qui avaient monté des trucs, repris des trucs, ça m'a donné un petit peu on va dire, cette passion entrepreneuriale. On peut appeler ça une passion, je pense. Et ouais, je pense que clairement, les études ont vraiment fait pencher la balance du côté du magasin. Et du coup, j'ai vraiment construit mon projet autour de ça. Donc, je peux pas te dire que sans mes études, je ferais exactement la même chose. Je pense que c'est pas vrai. Je serais peut-être ici, mais je ferais différemment. Voilà. Ok. C'est sûr. Ouais, puis c'était important aussi, parce que depuis toujours, moi j'ai dit à Tom, c'est bien, tu veux reprendre le magasin, mais il faut vraiment que ça soit ton choix. Hein, il ne faut pas le faire par dépit ou faut qu'il y ait une grosse envie. Bah, je trouve que ça marche comme ça, la vie Oui. ou l'entrepreneuriat. Quand on doit s'investir dans un tel truc, Il faut être motivé. si on n'a pas l'envie, si on n'a pas la passion, Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. C'est les règles de base. Ouais. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant, c'était hyper enrichissant. Ce podcast n'est pas tout à fait terminé parce qu'on a une série de questions-réponses qu'on va filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Normalement, ça a tout filmé en plus. Mais là, on va filmer, on va vous demander de regarder la caméra même, de vous adresser à la caméra. C'est une petite série de questions-réponses où il faut répondre le plus vite possible, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et pour ça, je laisse la main à Loïc. On doit répondre en même temps. Juste l'un après l'autre. Allez. Bon, tu réponds en premier parce que Ouais. t'es le chef, Voilà. Je suis le padre. le padre. Eh bien, dans ce cas-là, c'est parti. Destin ou chance? Destin, Ouais, destin. Passé ou futur? futur. Futur, carrément. Ouais. Mardi ou samedi? Samedi, Ouais, samedi, quand même. On est dans le commerce. Chamonix ou Lyon? Chamonix. Ça, c'est une question difficile, mais... Bon, il a dit Chamonix, en tant que Lyonnais, je suis obligé de dire Lyon. Sieste ou pas sieste? Pas sieste. Petite sieste de 20 minutes, parfois, ça fait du bien. Formel ou décontracté? Décontracté. Ouais, décontracté, ouais. Mail ou téléphone? Téléphone. Ouais, téléphone. Commencer tôt ou finir tard? Commencer tôt. Ouais, commencer tôt, c'est mieux. Petit déj au bureau ou after work dans un bar?
Petit-déj au bureau. After work. Faut bien quand même quelques différences. Ouais, c'est bien. Préparé ou improvisé? Préparé. Alors préparer, c'est sûr. Après, moi j'aime bien quand il y a un peu de naturel quand même. Faut pas tout préparer. Terrain ou bureau? Terrain. Terrain. Utopiste ou réaliste? C'est un mélange des deux. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut toujours un peu d'utopie parce que ça pousse à aller plus loin, mais il faut être réaliste. Goût du risque ou safe life? Risque. Ouais, goût du risque. Faire du ski ou vendre des skis? Eh ben, les deux. Vendre des skis pour faire du ski. Voilà. Donc oui, quel conseil donner à un jeune entrepreneur? Ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, ténacité, passion. Voilà, il faut rien lâcher. Hein. Et dans ton cas, Tom, pour toi, quel serait le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De faire ce qui me plaît. Quelle est ta pire nuit blanche à Espace Montagne? Le cambriolage. Donc c'est une mésaventure que tu nous expliquais un petit peu en off tout à l'heure, Oui. où vous avez eu un gros cambriolage en 2018, qui a eu Mm. quand même un impact en début de saison compliqué pour vous. Oui. Donc quelques nuits blanches après. Il n'y en avait pas qu'une, je pense. Oui. Et toi, Tom? Hier avec le lancement du site? Il y a ça. Moi, je dors toujours très bien. Oui. Donc nuit blanche, pas trop. Mais ouais, les moments de stress, effectivement, bah, là, c'est mon premier projet d'envergure, ce site. Donc forcément, j'étais et je suis encore un peu stressé parce qu'il y a 2-3 points à fixer, on va dire. Mais ouais, c'est ça, je pense. Alors Au on, en a, déménagement, je me rendais pas compte. Donc, alors on en a fini avec ces questions rafales. Il nous reste quelques petites questions avant de vous laisser reprendre vos activités. Tout d'abord, avant de se quitter, est-ce que vous recommanderiez un podcast, une chaîne YouTube, un livre, une série ou film qui vous a marqué, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou quel que soit le sujet? moi, j'aime beaucoup les TED Talks. Oui. J'en regarde beaucoup. Il y a souvent des personnalités inspirantes. Après, faut les choisir, mais moi, clairement, je dirais TED Talk sur quelque chose qui m'a marqué. Ouais, moi je regarde pas mal de. Enfin, Pas forcément dans l'entrepreneuriat, cette Oui, question. oui. Non, moi j'écoute pas mal de podcasts sur France Culture en fait. Ah oui, ils sont bien aussi. Hein, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Genre, Et un en particulier? Un en particulier, ouais. Ouais, alors il y a l'émission. Bon, je me rappelle plus le nom. Donc, c'est une émission qui est à 13h et qui fait part de tas d'expériences, mais vraiment des expériences multiples, hein, de vie, De parcours de vie, de c'est ça? vie, ouais, de vie, mais ça peut être tout, hein. Ça peut être, je sais pas, un pêcheur, tout. D'accord. C'est top. Et donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, Ah par bah, exemple? Facebook Espace Montagne Lyon, Instagram Espace Montagne et notre nouveau site espacemontagne-du6 lyon.fr. Et après, bien sûr, au 63 avenue du Châter à Francheville, parce que ça reste la base. On rappelle que c'est derrière le botanique. On rappelle que c'est derrière le botanique, ouais. Voilà. Voilà, en tout cas, merci Joël, merci Tom de Louis de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur votre parcours de vie. Ce podcast arrive à sa fin. Je rappelle qu'on vous retrouve du mardi au samedi au magasin de Francheville. Et pour le moment, c'est en click and collect. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci en à tout cas. vous en tout cas. Merci. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez appris autant de choses que nous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles ou un pouce bleu. Cela nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, LinkedIn et Facebook sur Les Aspirants. On se retrouve le mois prochain avec une belle surprise. On vous embrasse. Et n'oubliez pas, de la curiosité naît l'envie. Les Aspirants.